BFM Business, BFM Bourse, mouvement de marché. En attendant Jérôme Powell tout à l'heure, cette question, l'heure de la correction, va-t-elle bientôt sonner sur les marchés? Jean-Jacques Ohana vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Guillaume. Consultant, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur le plateau de BFM Business et membre du board de AI4Alpha. AI4Alpha, voilà, puisque vous suivez beaucoup les indices, les signaux qu'envoie l'intelligence artificielle sur le potentiel des marchés. On a battu plein de records cette semaine encore sur les marchés américains notamment. On n'en est pas très loin non plus en Europe. Mais vous avez encore le sentiment, comme avant les vacances, vous avez encore le sentiment qu'une correction est en train de se préparer en bourse? Avant les vacances, je vous ai donné des signaux plutôt rassurants en disant que finalement, il y avait une bulle, certes, mais que cette bulle était rationnelle et qu'on pouvait... Vous parliez d'exubérance rationnelle. Absolument. Ouais. On pouvait parfaitement la mettre en évidence et l'expliquer et la rationaliser. Aujourd'hui, on arrive un petit peu à un tournant des marchés. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, il faut remettre en perspective, ça fait partie de l'exercice de rentrée aussi, savoir pourquoi on en est là. C'est parce qu'on a eu une relance monétaire et budgétaire simultanée d'une ampleur jamais connue dans l'économie, dans l'histoire économique mondiale. Alors pour remettre en perspective et donner et chiffrer ça, on a eu l'année dernière et en début d'année une augmentation moyenne du bilan des banques centrales de plus de 50%. C'est à peu près ce qu'on avait fait en 2008-2009 au sortir de la crise des subprimes. Mais on a eu aussi, en plus, une relance budgétaire complètement inédite et qui sort en fait des habitudes qu'on peut avoir en économie et qui rend difficile l'explication et le repère par rapport à des antécédents historiques. Alors je m'explique, on a eu 15% de déficit budgétaire aux États-Unis l'année dernière. Et on va refaire probablement cette année autour de 15%. Alors l'anticipation c'est 14%, mais on va refaire la même chose. 15%, c'est du jamais vu en relance budgétaire. Et on va refaire la même chose cette année. Donc en fait, on est en train de faire 2 années consécutives de relance budgétaire jamais connue dans l'histoire. Donc on est dans une expérience nouvelle, c'est comme ça que ça s'appelle en réalité. Rendez-vous en terre inconnue, quoi. Absolument, vraiment inédite. Et ce qu'on voit d'ores et déjà, c'est que cette expérience a beaucoup plus d'impact sur les prix des actifs que sur l'économie réelle. Alors sur l'économie réelle, finalement, on s'aperçoit que, par exemple, sur l'économie américaine, on a certes eu un très gros rebond, mais à partir du trou d'air qu'on avait connu au moment de la crise du Covid. Oui, ce sont des bases de comparaison favorables qui expliquent ces chiffres incroyables. Absolument, absolument. Quand on regarde en trend depuis finalement... Depuis 2008-2009, depuis le plus bas de la crise des subprimes, on est sur une croissance nominale de l'économie américaine autour de 3,9, disons 4%. Ça donne une idée, c'est finalement c'est en comptant l'inflation. Donc vous êtes sur un trend d'inflation moyen de 2% et une croissance moyenne de 2%. Donc la question fondamentale, c'est est-ce que finalement ces deux relances budgétaires et monétaires simultanées vont changer ce qu'on appelle le PIB de long terme de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a une croissance qu'on appelle une croissance potentielle que vous pouvez atteindre. Normalement, cette croissance potentielle, elle ne dépend pas du stimulus budgétaire et du stimulus monétaire. C'est-à-dire que vous pouvez en gagner à court terme, mais tout ce que vous gagnez à court terme, elle se paye après sur le long terme. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que je parlais de l'économie finalement réelle, le trend revient mais sans plus, et c'est ce qu'on voit aussi sur les économies émergentes, sur les chiffres de la Chine, sur les surprises économiques récentes qui ont plutôt déçu. Par contre, sur le prix des actifs, l'impact est massif. Alors là encore, on peut chiffrer. Par exemple, sur le S&P 500, depuis les plus bas de la crise du Covid, on est sur un trend de 60% annuel. 60% de hausse annuelle. Annualisé. Sur l'Eurostoxx, on est à 20% de hausse annuelle. Sur un an glissant, sur les actifs réels, on peut donner quelques chiffres aussi. Sur le cuivre, on est à 40% de hausse. Sur le Bitcoin, si tant est que ce soit un actif réel, on est à 300%, plus de 300% de hausse depuis un an. Sur les voitures d'occasion, ce qui est aussi un indicateur, on est à 40% de hausse sur un an glissant. Et voilà, tout un tas d'actifs finalement qui connaissent des hausses
qui sont jamais connues dans l'histoire et qui, à mon sens, sont dues à ces interventions conjointes des banques centrales et des États. Ce qui prouve, tout ce que vous nous dites prouve que les niveaux de marché ne sont pas des niveaux de bulle. La hausse des marchés, la hausse des différents actifs que vous décrivez parfaitement, elle est justifiée. Il y a une abondance de liquidités bien réelle, qui n'est pas inventée, qui est une réalité et qui du coup finit par se déverser sur les marchés. Il n'y a pas de bulle, il n'y a pas d'exubérance. Les liquidités sont réelles, du coup les marchés montent. Alors du point de vue des liquidités, vous avez raison. En réalité, il y a plus de cash, il y a beaucoup à investir et il y a peu de réceptacles finalement. Donc c'est pour ça qu'on crée de nouveaux actifs, confère les crypto-actifs. Et qui a besoin de il y a un besoin de ces nouveaux actifs. C'est pour ça aussi qu'il y a des émissions d'actions. Que maintenant, si vous regardez les émissions nettes d'actions aux États-Unis, eh bien, on est en émission positive. On n'est plus en rachat d'actions nettes comme ça a été le cas ces 10 dernières années. Il manque de réceptacles. Mais du point de vue de l'économie réelle, là, on a une divergence qui est très importante. Parce que si on prend l'indicateur de Warren Buffett, vous allez me dire c'est plutôt old school, mais finalement, si on regarde sur 50 ans cet indicateur, on voit très bien que jusqu'en 2012, on oscillait sur la capitalisation boursière par rapport au PIB américain, parce que c'est l'indicateur, c'est le ratio des deux. Oui. Et normalement, on dit que ça doit suivre à peu près, puisque finalement, la bourse doit refléter à peu près l'économie réelle. Eh bien, on était sur finalement un trend oscillant et sans trend majeur. Or, depuis 2012, et finalement ça signe depuis l'interventionnisme exacerbé des banques centrales et qui s'est accru avec finalement l'accompagnement des banques centrales par les États en direct, eh bien, on a complètement dérivé, puisque au plus fort de la bulle 2000, on était à 200% du PIB, et là maintenant, on est passé à 300% du PIB. Donc on est sur des niveaux de valorisation par rapport à la réalité économique, si vous voulez, qui sont complètement inexplicable aujourd'hui. Alors on peut même plus dire que c'est une bulle, parce qu'on pourrait dire que c'était une bulle si ils restaient finalement dans un range explicable. Ils sont sortis de tout range. Je vais vous donner d'autres chiffres qui sont édifiants. On a une hausse des profits par action, mais on a très peu d'augmentation du chiffre d'affaires. Alors c'est un peu plus le cas aux États-Unis, mais elle est bien moindre. Mais on a une augmentation du chiffre d'affaires, par exemple en Europe, qui est extrêmement faible. Et même ces 5 dernières années, plutôt une stagnation du chiffre d'affaires. Ce qui montre en réalité qu'on est dans un nouveau type de capitalisme différent, avec des règles différentes, avec des partages de la valeur qui sont beaucoup plus au profit des entreprises, et aussi un capitalisme patrimonial. Et ça, c'est très important. On le voit aussi, il y a une dimension spéculative aujourd'hui dans tous les projets qu'on voit aujourd'hui se monter et qui sont liés finalement à cette spéculation boursière. Absolument. Bon, tout ça tient tant que les taux restent extrêmement bas. Et c'est là que les banques centrales interviennent et que le risque peut justement ressurgir, à savoir le risque d'une correction de marché si les banquiers centraux relèvent les taux, resserrent trop brusquement leur politique monétaire. On suivra Jérôme Powell tout à l'heure, Jackson Hole bien évidemment. Vous suivez aussi le potentiel des marchés à travers vos indicateurs, l'intelligence artificielle notamment. Vous estimez que là, alors que la rentrée approche, on arrive sur une clé de voûte, en tout cas sur un moment de bascule éventuel pour les marchés là à l'approche de la rentrée? Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la balance des risques, il y a toujours le soutien fiscal, ça ne va pas disparaître, mais le soutien monétaire, il y a une inflexion. Premièrement, les banques centrales commencent à ne plus augmenter leur bilan, ça se voit en Chine. Et finalement, la baisse du marché chinois, 26% depuis les hauts quand même, ces derniers mois, n'est pas étrangère à, premièrement, le fait qu'il n'y a plus de soutien monétaire de la Chine, qui est beaucoup plus prudente. Et en plus, qu'il y a une répression réglementaire vis-à-vis de la tech chinoise. On le voit aussi avec la Banque du Japon, bien qu'ils ne le disent pas formellement. En fait, on voit que leur bilan augmente moins qu'auparavant. Et donc, on est un petit peu à un tournant. Et on voit aussi plusieurs membres de la Fed s'inquiéter aujourd'hui de ce qui se passe dans l'économie américaine, de l'aléa moral, de l'excès de spéculation qui se produit aujourd'hui dans le capitalisme américain. Et au-delà même des certains membres de la Fed qui se sont montrés plus restrictifs, on le voit aussi dans la parole de certains économistes, par exemple comme Mohamed El-Erian. Plusieurs économistes commencent à avoir un consensus que la Réserve fédérale en a trop fait, est en train de commettre des erreurs
et que ces erreurs, j'en parlais au début, vont se payer par une inflation excessive, mais plutôt une inflation spéculative qu'une inflation de l'économie réelle, et donc une croissance future moindre que celle qui a été atteinte par le passé. Bon. C'est ce que je disais, finalement, vous pouvez atteindre votre croissance potentielle, mais si vous la dépassez de manière excessive, eh bien, à un moment, vous payez ces excès. Et c'est, à mon avis, ce vers quoi on s'oriente. Il nous reste 30 secondes. Ceux qui pourraient éventuellement épouser votre discours et partager votre méfiance, votre scepticisme désormais sur le potentiel des marchés, qu'est-ce qu'ils doivent faire en termes d'investissement? Où est-ce qu'ils doivent placer ou retirer? De quoi doivent-ils retirer à vos yeux leur argent? Ou dans quoi doivent-ils le placer? Je vais vous dire ce qu'a fait l'intelligence artificielle. Comme ça, ce sera très concret. Ils avaient un portefeuille qui était très investi pendant toute l'année et depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire depuis la fin du mois de juillet, ce portefeuille qui était très investi sur les actions, entre 80 et 100% depuis le début de l'année, aujourd'hui se réduit autour de 20%. Donc voilà, donc c'est de la prise de profit. Donc tout simplement, prendre des profits et attendre. Du cash, donc plutôt le cash. Absolument, parce que vous avez des marchés obligataires qui sont aussi fortement surévalués, avec des taux réels américains qui sont à moins 1%, ce qui paraît complètement déconnecté de toute réalité économique. La mise en garde de Jean-Jacques Ohana aujourd'hui, membre du board de AI4Alpha. Merci beaucoup d'être passé nous voir et consultant indépendant. À très bientôt. On va suivre Jérôme Powell. On verra justement si lui aussi prépare les esprits à un éventuel resserrement de la politique monétaire. Il va s'exprimer depuis Jackson Hole dans un peu plus de 10 minutes. On le suivra en direct sur notre site et notre application BFM Business. On réagira et on fera réagir en tout cas nos experts bien sûr tout au long de cette fin de journée sur BFM Business. Le CAC actuellement gagne 0,1% dans des volumes toujours aussi faibles. Wall Street aussi en très légère progression.